Nous allons découvrir ensemble le rosé de Provence, un vin d'été, un vin qui est associé aux vacances et à une des plus belles régions de France. Mais avant de parler de vin, il faut d'abord parler de la couleur. Il faut parler de la couleur rose, dont le vin tire son nom. Qu'est-ce que la couleur rose? Comme nous sommes dans une université, penchons-nous sur le côté proprement scientifique de la couleur rose. Comme vous le savez tous, il s'agit d'une tranche du spectre visible qui s'étend de 588 nanomètres, c'est-à-dire millionième de mètre, jusqu'à 499, et pas 500, attention, nanomètres, où nous atteignons le rouge. Et ce n'est pas si simple que ça, la définition du rose, parce que ce n'est pas seulement la fréquence ou longueur d'onde qui sont en jeu ici, c'est aussi l'intensité, car il faut pour le rose avoir une certaine pâleur dans la teinte. Si vous atteignez des amplitudes, des intensités trop grandes, vous basculez dans ce qu'on appelle le marron, voire même le bordeaux, ce qui évidemment est déjà un imbroglio entre vins. Mais venons-en au fait. La couleur rose. Or, dans le langage populaire, on voit qu'elle n'est pas associée au vin. Dans le langage populaire, elle est associée au lait fraise ou au lait grenadine, ce qui est un scandale, cela étant. Mais c'est accepté. Bon, maintenant, vous avez la rose elle-même, la fleur. Et effectivement, quand vous regardez l'étymologie, quand vous regardez l'origine du mot rose, de l'adjectif rose, c'est bien sûr la fleur qui est responsable. Car les roses sauvages et beaucoup de roses cultivées ont cette couleur caractéristique. L'adjectif rose, d'ailleurs, apparaît dans la langue française dès l'an de grâce 1160, ce qui est bien avant véritablement l'essor de la langue française. C'est vraiment un adjectif qui arrive très tôt. Le nom rose lui-même, comme vous le savez, date lui de 1310, mais bon, on ne va pas passer sur le détail. Ah, le vin rosé, le vin rosaise, lui apparaît en 1210. Donc on associe déjà le vin et la couleur ou même l'arôme de la rose à un certain type de vin dès le début du Moyen Âge. Cela étant, pas besoin de définir le rose pour l'utiliser. Et on voit très bien que dans la peinture, le rose a été utilisé très tôt. Par exemple, dans la peinture flamande, où ici, par exemple, vous voyez le célèbre flamant rose, qui est un remarquable flamant rose, qui d'ailleurs, si vous avez bien compris, bon, je ne vais pas appuyer trop sur la blague, n'est-ce pas? Le flamant rose, juste pour que tout le monde comprenne, pour être, n'est-ce pas, pas trop exclusif. Et avec la chaleur de Middlebury, bien sûr, vous pouvez avoir des mirages spectaculaires, mais bon, cela, il faut s'en sortir rapidement pour revenir à notre sujet, qui est, à part la couleur rose, bien sûr, le rosé. Mais vous voyez qu'il y a en fait beaucoup de nuances dans le rose, comme il y a d'ailleurs de nuances dans la fleur elle-même. Et quand vous transposez cela au vin, eh bien vous avez ce qu'on appelle un nuancier, c'est-à-dire un descriptif de toutes les teintes de rose que vous allez pouvoir apercevoir dans le vin. Et là, je vous en montre que quelques-unes, mais si vous regardez la charte officielle, le nuancier des vins rosés de Provence, vous en avez un nombre exceptionnel. Et d'ailleurs, moi-même, pour cet exposé, j'ai dû les essayer tous. Donc j'en suis rendu à I12, il m'en reste encore une quinzaine, et au terme de cette expérience, j'en saurai beaucoup plus. Si vous voulez rester aux couleurs, aux teintes de base, ma foi, vous avez un certain nombre d'échantillons qui vous permettent, en comparant votre vin à l'échantillon, de le décrire correctement. Et vous remarquerez d'ailleurs que ce sont tous des noms de fruits. C'est quand même bizarre, mais bon, c'est devenu l'habitude. Vous avez la mandarine, la mangue, le melon, la pêche, le pomelo, la groseille. Tous sont là pour décrire le vin rosé. On dit d'ailleurs d'un vin rosé, on dit d'ailleurs de sa couleur, d'un vin en général, que c'est sa robe. C'est le mot consacré pour décrire son aspect visuel.
Et vous remarquerez que je vous ai présenté une robe de façon tout à fait politiquement correcte. La grande question qui nous taraude tous, bien sûr, c'est pourquoi le rosé est-il rosé? Et oui, une rose est une rose, mais pourquoi le rosé est-il rosé? Et cela, ma foi, tient au fait que, d'abord, il faut comprendre que le raisin a un jus incolore. Même un raisin noir, si vous le brisez, si vous le pressez, le jus qui sortira n'a aucune couleur. Donc, comment obtient-on une couleur? Eh bien, par le système de la macération. C'est-à-dire que vous laissez le jus au contact de la peau un certain temps, plusieurs heures, ou pour un vin rouge, plusieurs jours. Et c'est le temps passé entre le jus, le contact du jus et de la peau qui va colorer le jus, car les molécules aromatisantes, les molécules colorantes sont toutes dans la peau du raisin. Donc il faut laisser le temps à ces molécules d'être transférées dans le jus. Alors vous avez compris, pour le rosé, il faut limiter ce contact au maximum, ou on va dire plutôt au minimum, qu'il n'y ait très peu de temps de contact entre le jus et la peau, que le jus n'ait pas le temps de se colorer. Et en fait, c'est naturellement ce que l'on a fait depuis la nuit des temps, car les premiers vignerons ne passaient pas du temps à élaborer un vin. Ils le pressaient en le foulant du pied, par exemple. Voici une image prise dans l'île de Santorin, en Grèce, et vous voyez que derrière la jeune fille, il y a une plateforme où on foule le raisin, et que dès qu'on le foule, dès qu'on l'écrase, le jus passe. Et vous voyez la petite ouverture en bas à droite pour passer dans le récipient. Donc, dans la Grèce antique et dans nombre d'autres pays, comme par exemple ici en Sicile, où on est sur le flanc de l'Etna, le raisin est pressé en haut de la plateforme que regarde le viticulteur, la lucarne lumineuse où on décharge le raisin, on le presse là-haut, pareillement en le foulant du pied, et le jus, tout de suite extrait, va couler d'un bassin à l'autre, progressivement vers le bas. Il n'aura pas eu le temps de passer avec les peaux en haut pour devenir coloré. Donc, traditionnellement, le vin, depuis des millénaires, n'était jamais rouge foncé, il était rosé. Et d'ailleurs, on le voit ici, dans cette belle tapisserie qui date des années 1500, du début des années 1500, et qui est préservée au musée de Cluny, vous voyez pareillement un vigneron en train de fouler son raisin, et le jus qui sort tout de suite dans un bassin où il est bien sûr coloré, on voit qu'il est un peu rouge dans cette représentation, mais il ne peut pas l'être beaucoup. Cette tradition a duré très longtemps, puisque voici un verre de claret, ou de clairet. C'est un vin de Bordeaux, et depuis la nuit des temps, le vin de Bordeaux n'était que rosé. Vous n'aviez pas les rouges profonds de Bordeaux d'aujourd'hui. Cette évolution, allant du claret au vin rouge profond, n'a débuté franchement qu'au début des années 1600, quand les Hollandais se sont installés dans la région de Bordeaux, grands connaisseurs d'ailleurs des systèmes hydrauliques, puisqu'ils sont habitués à faire des digues et des polders aux Pays-Bas, et ils avaient été apportés, ils étaient amenés par Henri IV pour assécher les marais du Bordelais. Ils sont restés sur place, car c'était des grands marchands et ils s'intéressaient beaucoup au vin qui se vendait très bien. Ils connaissaient bien le marché du vin, et ils savaient qu'on s'attendait, dans certains marchés, à avoir du vin très rouge. Et c'est là qu'ils ont dit aux Bordelais, faites du rouge, faites du vin foncé, arrêtez le claret, et puis faites également du vin blanc. Et ils ont également lancé la mode du vin blanc liquoreux. Ce sont les Hollandais. Les Français n'ont pas inventé grand-chose, finalement, en matière de vin. Aujourd'hui, la production en France est toujours majoritairement du rouge, depuis que cette nouvelle mode a pris à partir donc des années 1600, donc 55% de vin rouge, 26% de vin blanc quand même, et 19% de vin rosé en croissance continuelle. Le vin rosé, depuis on va dire le début du XXe siècle, fait une croissance remarquable. Et remarquez d'ailleurs, regardez ce graphe, où vous allez de 2002 à 2013 dans le graphe de gauche. Ensuite, je saute, je n'ai pas les données, donc je saute quelques années, et on se retrouve en 2018 aujourd'hui et tout à droite. Et vous voyez que la croissance est partie de 10% au début des années 2000 jusqu'à 19% aujourd'hui. Et ça, c'est la production.
de vin rosé en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que la consommation du vin rosé en France est encore plus grande, puisque sur ce graphe, vous voyez le rosé qui est en bas, le tableau, regardez à droite, 29,7% de consommation de vin rosé en France, alors que la production n'est que 19%. Vous faites le calcul, eh bien, on manque de rosé en France. Il faut l'importer. C'est assez remarquable pour un pays qui est l'un des plus grands pays producteurs de vin au monde, qu'ils doivent importer du vin pour leur consommation courante. C'est le cas pour le rosé. Grande seconde question, comment fait-on Le vin rosé. Donc, je vous ai un petit peu vendu la mèche Au préalable, il faut que le jus macère un minimum de temps avec le raisin. Mais comment fait-on dans le détail? Alors d'abord, une idée reçue qu'il faut éliminer. non, on ne fait pas du vin rosé en mélangeant du vin rouge et du vin blanc. Sauf Bizarrement en Champagne. Et oui, en Champagne, parce que la tradition en Champagne, c'est d'assembler des vins, c'est-à-dire de mélanger des vins d'années différentes ou de parcelles différentes du vignoble. C'est un des seuls endroits, enfin, mélanger les parcelles, on le fait un peu partout. Par exemple, un Grand Bourgogne, on va prendre des grappes pressées d'un champ, enfin d'une vigne à un endroit, des vignes à un autre, et on va les assembler pour avoir un produit fini qui plaît aux vignerons. Mais ce sont des vins qui ne sont pas finis, comme on dit. C'est quand ils sont juste pressés qu'on les mélange. C'est ce qu'on appelle des assemblages. Et ça, c'est autorisé. Mais mélanger des vins déjà terminés, ça, on ne le fait qu'en Champagne. Parce que c'est la tradition dans le Champagne. On se réunit à la fin d'une saison, quand on a fait des vins, et on les a fait séparément. D'ailleurs, depuis Dom Pérignon, dans les années 1700, ça a été la recommandation. Faites vos vins séparément de chaque vigne, de chaque coteau, parce qu'ils vont avoir des qualités particulières. Et une fois que ces qualités s'expriment, alors vous décidez si vous voulez les marier pour faire le champagne final de l'année. Ça, c'est une méthode vraiment très, très courante d'ailleurs, pratiquement exclusive. En Champagne, on mélange. Et on peut donc mélanger, pourquoi pas, du vin rouge et du vin blanc. Et c'est permis. Et on obtient de cette façon du champagne rosé, qui n'est pas évidemment la majorité des champagnes, mais une certaine fraction, ce sont des champagnes rosés. Bon, à part la Champagne, et à part ce mélange qui est donc si rare, l'élaboration d'un vrai rosé se fait à partir de raisins noirs, puisqu'il faut qu'il y ait une couleur au final, mais donc, comme on l'a déjà dit, avec un contact restreint, minimaliste, du jus avec la peau. Quelques heures, pas plus, pour que le jus se colore de rose. Vous les laissez macérer quelques heures avec la peau des raisins. 10 heures, 15 heures au maximum, pas plus, sinon votre vin va devenir franchement rouge. Vous serez sorti de la gamme chromatique rosée. Et d'ailleurs, des goûts qui sont associés au rosé, car les goûts sont particuliers, mais pour une autre raison qu'on va voir. D'abord, quels sont les raisins? Alors, on peut faire du rosé avec n'importe quel raisin noir, évidemment. Et si on n'a qu'un seul raisin dans sa région, la question ne se pose même pas. Par exemple, en Bourgogne, il n'y a que du pinot noir comme raisin noir. On ne fera donc du rosé en Bourgogne, et on en fait un peu, c'est assez rare, qu'avec du pinot noir. Pareil dans la vallée de la Loire. On n'a que du cabernet franc, ou pratiquement que du cabernet franc, comme cépage noir dans la Loire, et donc on fera le rosé avec le cabernet franc. En Provence, là vous avez une plus grande palette, un plus grand choix de raisins, car traditionnellement la Provence a accueilli beaucoup de cépages différents. D'ailleurs là-bas on assemble justement des cuves quand on fabrique un vin de raisins différents, et un rouge de Provence contient généralement plusieurs cépages. Alors voici ceux qui sont privilégiés pour le rosé à cause de leurs caractéristiques, à cause de leurs avantages. Vous avez d'abord le cinsault. Alors le cinsault, je le présente en premier parce que c'est un cépage de Provence qui a été élaboré en Provence au cours des siècles par croisements successifs jusqu'à finaliser un raisin qui avait beaucoup de qualité.
Il a beaucoup de qualités parce qu'il résiste bien au vent, ce qui est très important car en Provence il y a beaucoup de vent, comme le Mistral. Il a une couleur pâle finalement quand vous pressez du jus, même quand vous le laissez longtemps en contact avec la peau, parce que la peau possède très peu finalement, bon c'est un raisin noir, on le voit sur cette image, mais finalement son pouvoir colorant n'est pas si élevé que ça. Donc le jus restera assez pâle. Et en plus, ce raisin a un très joli bouquet de roses. C'est une coïncidence, mais ça appuie un peu les associations d'idées que l'on peut faire avec le rosé. Le Grenache, c'est un immense raisin de la Provence. Il nous vient d'Aragon, il nous vient d'Espagne. Il est très courant dans les côtes du Rhône et en Provence. C'est un cépage très intéressant, aussi qui donne un jus qui n'est pas trop coloré, qui est pâle et qui donne un arôme, alors lui, très fruité, des fruits noirs, comme le cassis, comme le pruneau, avec des notes épicées. C'est le grand raisin, par exemple, du Châteauneuf du Pape, en rouge. Et en rosé, avec sa coloration limitée, donc par un contact mineur avec la peau, il a des qualités très intéressantes. Tout aussi intéressant est le Mourvèdre, cépage qui trouve sa plus belle expression en Provence, en particulier sur le terroir de Bandol, car c'est un cépage qui aime des roches pleines de métaux comme le schiste, donc il faut des terrains particuliers, il aime bien l'argile également, enfin tout ce qui contient un peu du métal. Il va vous donner un vin, lui au contraire, coloré, riche en alcool, avec un bouquet également de fruits noirs, tendance mûre et également très poivré. Ça va donner le Mourvèdre d'ailleurs de très grands rouges à Bandol, mais ça va donner également des rosés très particuliers. Bandol fait un excellent rosé, pratiquement uniquement à base de Mourvèdre. Il y a la Syrah, dont je ne vous parlerai pas, parce que je n'ai pas la place, mais c'est un raisin fort sympathique également, mais assez fragile, qui résiste mal au vent, mais qui a des notes également poivrées, qui a une très belle couleur, qui a beaucoup de qualité, et il rentrera également dans la composition de certains rosés. Et finalement, vous avez le Tibouren, qu'on trouve pratiquement uniquement que dans le Midi. Il nous vient d'Asie mineure, il a transité par Rome et par le Tibre, le fleuve de Rome, d'où son nom. Lui aussi va donner une robe pâle, ce qui est très bien pour faire du rosé. Lui aussi est fruité, lui aussi est poivré. Et en plus, un petit parfum de garrigue. Un parfum de thym, de romarin. Une association d'idées aussi qui est superbe quand vous avez un rosé et qu'il sent un peu la rose et qu'il sent un peu les herbes de Provence. Voilà, pour votre imagination, c'est formidable. Alors, y a-t-il des pratiques viticoles particulières pour élever des raisins destinés au rosé? Pas nécessairement, sauf que, évidemment, on peut penser qu'en Provence, avec la chaleur, quand les vignes sont jeunes, il faut les bichonner, il faut les arroser. Et donc, on a mis au point un arroseur automatique pour cela, qui est évidemment le célèbre arroseur arrosé. Mais pour cela, il faut peut-être que j'explique que cela a été inventé par un couple, deux frères vignerons de la région de Lyon, les frères Auguste et Louis Lumière, qui ensuite d'ailleurs sont passés de la viticulture au cinéma, puisqu'ils se sont rendus compte que le cliquetis de l'arroseur, ce mouvement saccadé, eh bien, s'ils le transmettaient à une pellicule photographique, ce serait du cinéma. Et ils ont inventé la caméra de cinéma. Bon, je reviens en arrière, c'est une blague. L'arroseur arrosé, c'est le nom d'un des premiers films des frères Lumière dans la fin des années 1890, où un pauvre jardinier, on lui fait une blague, on marche sur le tuyau, il regarde le tuyau, et la personne qui marchait enlève son pied et il reçoit l'eau dans la figure. Voilà, c'est le célèbre arroseur arrosé. Voilà. Bon, passons. Et revenons aux choses sérieuses. Les techniques de vinification du rosé. Nous avons vu les cépages. Vous avez plusieurs façons maintenant de tirer le jus. Alors il y a la saignée, qui véritablement est nommée d'après la pratique médicale médiévale qui consiste à prélever un peu de sang si vous êtes malade, parce que ça va vous soulager.
la saignée. Et en fait, c'est ce que l'on fait avec une cuve à raisin, ou c'est ce qu'on faisait autrefois surtout. C'était la façon la plus facile et la plus efficace de faire du rosé. Vous faites macérer votre raisin dans une cuve, et au bout de quelques heures, avant que le jus ne soit trop coloré, vous le faites couler par le bas de la cuve, vous le récupérez 10%, 15%, 20% du jus, et vous allez le mettre en bouteille, ça sera du rosé. Et le reste, vous le laissez dans la cuve et vous en faites du rouge, en lui laissant plus de temps de macération. Comme ça, d'une pierre deux coups, vous faites du rosé et vous faites du rouge. La saignée est d'ailleurs une technique encore pratiquée dans de nombreuses régions de France, dans le midi de la France d'ailleurs, en Provence, dans l'arrière-pays principalement, à Palette d'ailleurs, près d'Aix-en-Provence, ils font la moitié du vin en saignée, mais également dans d'autres régions. Par exemple, voici un chinon qui a été fait comme cela, avec la couleur de la robe, un peu pelure d'oignon, une couleur orangée assez jolie, et c'est un rosé effectivement de saignée, comme vous voyez, c'est écrit même sur le revers de l'étiquette. Mais la deuxième technique, la plus importante, c'est la macération pelliculaire. Là, il s'agit de faire du rosé avec tout le raisin. Vous n'en gardez pas pour faire du rouge après. Vous allez simplement donc faire macérer quelques heures toute la cuve. Et quand le moment est venu, quelques heures, vous surveillez bien sûr étroitement la coloration. Dès que la couleur vous plaît, à ce moment-là, vous pressez l'ensemble des raisins. Là, on va presser. Vous pressez l'ensemble des raisins et vous récupérez tout le jus. Voilà. Et maintenant, ce jus-là, vous allez le faire fermenter pour faire l'alcool et le vin fini. Là est également une étape très importante. Si vous voulez obtenir un bon rosé, vous voulez le fermenter à froid. C'est ce qu'on appelle tout simplement la macération à froid. Et pour cela, vous mettez le jus fraîchement récolté dans une cuve dont vous allez contrôler la température. Parce que quand les petites levures, les petits micro-champignons qui sont dans votre jus vont commencer à travailler et à transformer le sucre en alcool, ils vont élever la température, car ce sont des réactions biologiques, comme on dit, exothermes, qui évacuent de la chaleur, et votre mou, votre jus va chauffer très très vite. C'est un peu, si vous êtes jardinier, si vous coupez l'herbe et que vous le mettez dans un sac, et que vous oubliez de l'amener à la déchetterie, le lendemain, votre sac sera tout chaud, parce que les bactéries à l'intérieur ont commencé à travailler et à fermenter votre herbe, et la température va monter. Pareillement avec une cuve à vin. Donc, le truc, c'est que pour avoir un bon rosé, vous voulez ralentir, vous voulez refroidir cette réaction chimique. Pour quelle raison ? Parce que, en fait, si vous n'avez pas beaucoup d'alcool dans votre jus encore, donc si vous ralentissez la prise d'alcool, les molécules, et d'ailleurs ceci est même en amont de la cuve, c'est quand vous avez fait la macération au départ, vous l'avez fait également à froid, parce que quand le jus est froid, ce qui sort de la peau sort dans un jus qui est aqueux, qui est de l'eau, et ce ne sera pas les mêmes molécules qui sortiront de la peau vers de l'eau que les molécules qui sortiraient, conditionnelles, de la peau vers un alcool si le jus s'était déjà transformé en alcool. Ce n'est pas les mêmes molécules qui vont transiter de la peau vers le liquide. Et les molécules que vous voulez, c'est les molécules qui transitent quand c'est de l'eau, quand c'est aqueux, quand le jus n'a pas encore d'alcool. Ces molécules-là sont des molécules très fruitées, très subtiles, qui vont donner au rosé sa principale caractéristique. Et pareillement, une fois que vous avez mis ce jus qui a bien été contrôlé niveau température dans les cuves que vous voyez ici, pareillement, vous allez continuer la fermentation très lentement, en limitant la température, en faisant par exemple circuler de l'eau froide tout autour de ces cuves, et qui vont faire rester la température dans des gammes entre 15 et 20 degrés Celsius, alors que si vous n'aviez pas de contrôle de température, la fermentation ferait monter la température à 50 degrés, c'est-à-dire plus chaud que Middlebury l'été, si c'était encore possible. Bon, maintenant que nous avons vu comment fabriquer un rosé, nous allons visiter un peu les endroits où on en fabrique, et en particulier, on va faire donc le tour de France des rosés. Toutes les régions fabriquent du rosé. Champagne, par exemple, plutôt la Champagne, la région Champagne,
On a parlé bien sûr des rosés pétillants, des champagnes pétillants qui sont fabriqués en Champagne, mais il y a aussi du vin tranquille, du vin sans bulle, rosé, que l'on fabrique en Champagne. Et oui, la Champagne fait un peu de rosé et un peu de rouge. Et le rosé de Champagne est bien connu. Il y en a un qui s'appelle le rosé des Rissets, qui est une appellation contrôlée, très ancienne, très réputée. Donc ça, c'est un rosé de Champagne. Vous avez bien sûr en Alsace un rosé aussi, à base de pinot noir, car le pinot noir est le seul cépage noir coloré d'Alsace. Donc là, il n'y a pas le choix. Ça sera à base de pinot noir. Pareillement en Bourgogne, vous ferez un Bourgogne rosé à base de pinot noir. C'est très rare d'ailleurs un Bourgogne rosé. Évidemment, les Bourgognes sont très connus pour leur grand rouge et leur grand blanc, et peu de vignerons font perdre de l'argent en faisant un rosé qui va être moins réputé. Mais certains domaines en font. La Loire fait énormément de rosé. Alors vous avez du mauvais rosé, du bon rosé. Personnellement, il y a des rosés un peu sucrés, comme le Cabernet d'Anjou, que je n'aime pas beaucoup, mais c'est une affaire de goût. Et vous avez au contraire des rosés secs, en particulier le Sancerre en amont de la Loire, qui fait un excellent rosé. Là, c'est à base de pinot noir. Quand vous êtes dans le Sancerre, vous êtes proche de la Bourgogne, et c'est le pinot noir qui est planté, donc vous aurez un rosé à base de pinot noir. En aval, quand vous êtes près de Tours et d'Angers, là, vous aurez au contraire le Cabernet Franc qui domine comme cépage, et vous aurez des rosés à base de Cabernet Franc, comme le Bourgueil, comme le Saint-Nicolas de Bourgueil, comme le Chinon, tous d'excellents rosés, un peu secs, mais fruités, qui sont très agréables, avec le poisson notamment. Bordeaux, bien sûr, avec sa tradition du Claret fait des rosés depuis longtemps et en fait encore aujourd'hui, mais c'est minoritaire, puisque dans le Bordelais maintenant, c'est le rouge et le blanc qui dominent. Le sud-ouest, plein d'endroits dans le sud-ouest feront du rosé à base de leur cépage de prédilection, que ce soit par exemple dans la région du Périgord où vous avez le Bergerac qui fait du rouge, du blanc et du rosé. D'excellents rosés qui ne sont pas trop chers. Dans le Languedoc-Roussillon, c'est pareil. Alors le Languedoc-Roussillon, finalement, c'est une des régions de France où on fait le plus de rosé, à égalité avec la Provence. Et on en fera avec toutes sortes de cépages, puisque là aussi, on a une palette de cépages très étendue, à l'image de ce qu'on a également en Provence. Voici par exemple un Saint-Chinian, qui est sans doute à base de Grenache. Voici un Listel. Et là, nous sommes près de Montpellier. Et là, vous avez beaucoup de rosés à la robe très pâle, qu'on appelle d'ailleurs souvent vin gris, parce que c'est un rose un peu gris, on va dire. Il est fait, sa particularité, sur un terroir à base de sable. Voici les longs vignobles sur le bord de l'étang de Thau. Et vous avez également des très bons blancs par là-bas, le Picpoul de Pinet. Et vous avez des fantastiques rosés qui sont vendus, qui sont faits en masse et vendus. Vous les trouverez un peu partout. Listel est une marque d'ailleurs. C'est un vin qui se vend à 5 ou 6 euros la bouteille et qui est vraiment très bon pour les barbecues et tout ça. Et puis bien sûr le vin de Corse. Comment ne pas oublier la Corse qui fait du rouge, du blanc et du rosé, à base là aussi de cépages locaux. Alors ils ont du Cinsault, ils ont du Chacarello et d'autres cépages indigènes. Et nous en venons avant la Provence. Dernier endroit, les Côtes-du-Rhône. Les Côtes-du-Rhône qui font un rosé à la robe profonde, très célèbre, qu'on appelle le Tavel, qui est d'ailleurs juste en face de Châteauneuf-du-Pape. Voilà, j'ai déterminé l'aire géographique du Tavel dans l'ellipse jaune, mais vous voyez que de l'autre côté de cette bande rosée qui représente le Tavel, avec d'ailleurs, juste au nord, le Lirac, qui fait un magnifique également Côte-du-Rhône rouge. Mais de l'autre côté du fleuve, vous avez Châteauneuf-du-Pape, et c'est le même terroir, ce sont les mêmes cépages, le Grenache, le Mourvèdre, la Syrah, et le Tavel est tellement exceptionnel que même historiquement, il est connu comme un rosé célébré depuis des siècles, et l'un des vins favoris au passage de Louis XIV. Mais bon, ça c'est pas exceptionnel, Louis XIV aimait tous les vins, c'est un fin diplomate, donc il savait ménager toutes ces régions. Le Tavel, d'ailleurs, se targue d'être le premier rosé de France. Mais c'est une histoire de goût. Le voici, d'ailleurs, sur ce très très beau terroir à base de galets arrondis. Là, ce sont des fragments calcaires. Il y a des endroits où ce sont vraiment les galets roulés par le Rhône.
où on est vraiment comme à Châteauneuf-du-Pape. Et enfin, voici la Provence. La Provence qui ne serait pas la Provence sans le cri strident des cigales. Voilà, nous respirons la garrigue, nous entendons les cigales et nous explorons la Provence qui, comme vous le savez, est une région qui s'étend à peu près de Montpellier, on va dire du delta du Rhône à l'ouest, jusqu'à la frontière italienne à l'est, et qui monte au nord dans les contreforts des Alpes, ce qu'on appelle les Alpes de Haute-Provence. Mais quand vous allez en altitude, bon, vous sortez de la zone viticole, les vignes en France sont plantées depuis le niveau de la mer jusqu'à peu près 300-400 mètres d'altitude. La Provence est divisée en appellations, des appellations différentes. Vous avez ici en couleurs différentes le vert, tout à gauche, tout à l'ouest, ou à l'ouest d'Aix-en-Provence, ce sont les coteaux d'Aix, qui sont fort réputés. Et ensuite, tout ce qui est à l'ouest, ce sont les côtes de Provence, avec des variantes. En indigo, au milieu, là, vous avez en fait les coteaux varois, qui sont un type de côte de Provence. Vous avez en pointillé les côtes de Provence Sainte-Victoire, qui sont sur le flanc sud de la montagne Sainte-Victoire, etc., etc. Et d'ailleurs, nous allons explorer que quelques-unes de ces régions, sinon on y passerait toute la journée. Mais allez, quelques petites régions que j'aime bien et qui ont d'abord de très beaux sites. À l'ouest, par exemple, près de Salon de Provence, nous sommes dans des petites chaînes de collines calcaires, la chaîne de la Trévarès, la chaîne des Alpilles, et en particulier une très belle cité fortifiée, les Baux de Provence. Ce sont des éperons de calcaire face au soleil couchant où il y a la chaîne des Alpilles, et en bas, sur le versant des Baux de Provence, vous avez une dizaine de magnifiques domaines sur de la terre argileuse, rouge, calcaire, et où vous avez plusieurs cépages, et vous avez de très bons rosés. Donc les Baux de Provence font du rouge, font du rosé, font du blanc. Il y a d'ailleurs des jardins de cépages dans certains domaines. Vous pouvez vous balader, où on a créé un sentier à travers les vignes, où on met des écriteaux devant chaque type de raisin. Comme ça, vous pouvez les regarder de près, voire les apprendre par cœur. Dans la même région, un endroit méconnu, magnifique, le château Beaulieu, qui porte également le nom de Villa Beaulieu, car il sert également de chambre d'hôte, de château, où il y a plusieurs chambres, où vous pouvez passer la nuit. Et d'ailleurs, c'est une marque qui arrive à vendre deux types de vins. Le château Beaulieu lui-même, qui est un rosé qui n'est pas trop cher, et un rosé beaucoup plus élaboré, plus cher, qui s'appelle le Villa Beaulieu, où ils utilisent que les raisins venus des meilleures parcelles de leur vaste domaine. Voici le vaste domaine en question. Donc, joli château de couleur rosée, mais ils font du très bon rouge et du très bon blanc également. Et je vous présente la châtelaine, la ravissante Bérangère. C'est son père qui a lancé le domaine, et c'est elle qui en assure maintenant la gestion. Elle est très calée en viticulture, en œnologie, en marketing. Elle a fait beaucoup d'études. Elle s'est organisée toutes sortes de manifestations. Et donc son domaine produit dans la gamme des rosés le rosé pas cher. Vous voyez la bouteille Ventru, qui est une forme assez caractéristique des rosés de Provence. Et à droite, une bouteille beaucoup plus droite, beaucoup plus sobre, qui représente le vin le plus abouti de leur domaine, la cuvée Alexandre. La cuvée Alexandre a été nommée d'après le frère de Bérangère. Bérangère a également son propre cru, la cuvée Bérangère, qui est un rouge. Alors voilà, c'est un peu chic, n'est-ce pas ? Là, vous avez le rendez-vous du club Porsche. Donc, il faut avoir les moyens pour pouvoir se offrir une nuitée à la Villa Beaulieu. Mais si vous avez l'argent, si vous avez fini de rembourser vos emprunts d'étudiants, eh bien voici par exemple la chambre rose, sans doute à peu près 1 000 € la nuit, j'ai oublié, si vous voulez passer du bon temps à la Villa Beaulieu.
D'ailleurs, pour votre information, il y a un jacuzzi tout en haut dans la tour, avec vue sur le vignoble. Bon, assez de noblesse, assez de frime. Si, allez, on va continuer à frimer, on va continuer à se gausser de notre importance en allant à la presqu'île de Saint-Tropez, tout à l'est, que je ne vous présente même pas, mais je vais quand même vous le présenter. Saint-Tropez, c'est une péninsule avec un golfe GOLFE. Ils ont également un golfe GOLF. Un golfe avec évidemment un village très mignon, très ancien, qui a tout de suite séduit la jet set de la France, sauf que le jet n'existait pas encore, c'était les avions à hélice, je pense. Les premières caravelles, les volaient. Des années 50 et des années 60. Voici une vue magnifique en rosé, puisque c'est le thème de la conférence, du village de Saint-Tropez, pris des hauteurs, avec la baie de Saint-Tropez en arrière-plan. Saint-Tropez qui a été donc connue, prise d'assaut par les vedettes lors des années 50 et 60, à commencer par Brigitte Bardot, l'actrice qui est devenue célèbre dans plusieurs films tournés à Saint-Tropez, en particulier Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. Alain Delon à droite, grand acteur français qui également a fait ses premières armes à Saint-Tropez avec le film Plein Soleil. Voici une autre photographie des années 60 avec à nouveau Brigitte Bardot. Et à droite, vous avez reconnu Françoise Sagan, facile à reconnaître parce qu'elle a déjà sifflé le rosé, il n'y en a plus du tout dans le seau. Et puis bien sûr, tout cela sous l'œil vigilant des forces de l'ordre, avec les gendarmes, les célèbres gendarmes de Saint-Tropez qui vérifient que vous n'avez pas trop bu. J'ai mis cette photographie pour ceux qui connaissent. On a tourné des films comiques à Saint-Tropez dans les années 60 et début des années 70 avec deux grands acteurs comiques français, Louis de Funès à gauche et Michel Galabru à droite. Les vignobles, il y en a à Saint-Tropez. Il y en a. Il y a en particulier, un peu au nord du village dominant la plage, la Croix-Valmer, qui était un vignoble qui n'était pas extraordinaire, jusqu'à être repris tout récemment par Vincent Bolloré, un riche homme d'affaires français, qui a vraiment complètement révolutionné ce vignoble et qui fait maintenant d'excellents vins. Vous avez également, par exemple, voici d'ailleurs son vin, un cru classé de Provence, le domaine de la Croix. Voici un autre vin d'un autre vigneron, le château Pampelonne. Il n'y a pas de château à Pamplonne, Pamplonne c'est une plage. Mais bon, on utilise le mot château pour le marketing. Après Saint-Tropez, ma foi, allons voir pas loin de là un autre endroit paradisiaque, les îles de Porquerolles, juste un peu au sud-est de Toulon, juste au large de la presqu'île d'hier. D'aujourd'hui, de demain, bon, c'était facile. La presqu'île d'hier, voici l'île de Porquerolles, son village, son port. Et donc, vous voyez déjà ces vignes. Vous voyez le quadrillage central à l'île où on fait du rosé. Voici là où vous pouvez boire le rosé. Ça, c'est un endroit magnifique. C'est une des plages de Porquerolles, avec du schiste d'ailleurs. Vous avez vu cette roche. Et sur le schiste, ma foi, on fera sans doute du cinsault, du tibouren. Et ça donne d'ailleurs un vin particulier. Le vin de Porquerolles se distingue par son petit côté marin, son petit côté iodé. Ce qui n'est pas étonnant, car quand vous êtes en bord de mer, et là vous êtes sur une île battue par les vagues, vous avez des embruns, c'est-à-dire des particules d'eau et des petits atomes de sel qui s'envolent, qui tombent sur votre vignoble, et quand vous pressez le raisin, eh bien, il y a un peu d'eau marine sur votre raisin, et vous aurez ce petit côté salin, ce petit côté iodé qu'on trouve dans le rosé de Porquerolles. Autre endroit magnifique, Bandol, près de Toulon. Je vous avais parlé de Bandol dans le cadre du Rouge. Voici le paysage spectaculaire, une mer de collines qui descend sur la mer depuis les hauteurs d'un petit village qui s'appelle le Castelet.
Petit village d'ailleurs où vous avez la maison des vins de Bandol. Donc, commencez par aller à la maison des vins de Bandol où vous aurez des œnologues qui vous feront goûter l'un des 200 domaines, peut-être pas 200, l'un des nombreux domaines de Bandol. Voici un des domaines en particulier que j'adore, avec son amphithéâtre central. C'est le château de Pibarnon. Et voici l'un de ses propriétaires qui vous montre la grappe de raisin Mourvèdre qui fait toute la réputation du Bandol. Le Mourvèdre, c'est un raisin difficile à domestiquer. C'est un raisin qui va donner un vin au début assez âpre, difficile à apprécier, mais qui va se bonifier avec le temps, qui va donner des vins avec des arômes de chocolat, des arômes épicés, qui iront très bien avec les viandes en ragoût, qui ira très bien avec les fromages corsés. Et il faut l'attendre, c'est un rouge qui s'attend plusieurs années, il faut le laisser dans sa cave un petit peu. Et puis le rosé. Et bien sûr, Château de Pibarnon, comme tous les autres domaines de Bandol, font du rosé car il est populaire. Et là, il est à base de Mourvèdre, ce qui est tout seul. C'est un des rosés, on va dire, monocépage, ce qu'on appellerait a varietal en anglais, et avec toutes les belles caractéristiques du Mourvèdre. Mais enfin, entre nous, le Mourvèdre, c'est le rouge qu'il faut boire. Et avant de nous quitter, un dernier regard à une superbe région, la montagne Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, chère à Cézanne, qui l'a peinte de nombreuses fois. Voici de jeunes vignes en train de fleurir, en train de se former dans cette terre rougeoyante au pied de la falaise calcaire, du flanc calcaire de la montagne Sainte-Victoire. Là d'ailleurs on trouve des domaines qui montent assez haut, vers 400 mètres. Il y a un très beau domaine, le domaine de Saint-Cerf, qui fait des très bons vins. Ici nous sommes un peu plus bas, dans une argile rougeoyante qui est pleine de fragments d'œufs de dinosaures. Et oui, nous sommes dans un terrain crétacé de la fin des dinosaures. Et c'était un endroit, cette argile signifie que c'était un marais autrefois où les dinosaures venaient pondre. Et donc vous avez plein de fragments d'œufs fossiles qui restent et que l'on trouve dans les vignes. Les œnologues devraient considérer le fait, devraient réussir à percevoir un arôme de dinosaure dans le vin. Ils sont encore en train de le chercher, je pense, mais ce serait sympathique de pouvoir dire ce vin a un petit arrière-goût de sauropode ou alors un petit bouquet de titanosaures. On n'y est pas encore, mais voilà. Pour moi, c'est un rosé que j'adore parce qu'il évoque tout ça à la fois. Un rosé de la montagne Sainte-Victoire, non seulement il est bon, mais il évoque cette belle montagne et il évoque une époque géologique disparue. Et c'est sur ces paroles, je vous montre quand même un petit château Gassier qui est un de mes domaines favoris sur la montagne Sainte-Victoire. Et c'est sur ces paroles que nous allons nous quitter avec un coucher de soleil sur le clos Cibonne, qui est un clos près de Toulon, dans les Maures, dans le massif des Maures, qui fabrique un rosé fantastique à base du cépage Tibouren, l'un des grands cépages du rosé. Et il ne vous reste plus maintenant qu'à sortir, acheter une bouteille de rosé et la boire pour parfaire votre connaissance du rosé.